Le forum du studio Kalamgou. 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 Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au forum de la presse du studio Kalangu de ce vendredi 1er janvier de l'année 2021. Votre rendez-vous hebdomadaire qui vous permet de mieux comprendre les principaux faits ayant marqué l'actualité de la semaine. Cette semaine, les sujets ayant dominé l'actualité et qui ont retenu notre attention sont le déroulement de l'élection présidentielle premier tour couplé aux législatives du dimanche 27 décembre dernier et la publication des résultats globaux provisoires en cours en ce moment. Dans la deuxième partie de ce forum de la presse, nous parlerons de cette recrudescence des cas confirmés de Covid-19 et les mesures prises par le gouvernement face à cette seconde vague de nouveaux cas de cette pandémie. Il s'agit essentiellement d'un retour au respect des mesures barrières, mais également de la vaccination de la population dans laquelle l'État envisage d'injecter 75 milliards de francs CFA pour l'acquisition des vaccins attendus au premier semestre de cette nouvelle année 2021. Pour analyser ces différents points de l'actualité de la semaine, nous recevons nos confrères Elhaji Mohamedou Suleiman, journaliste au journal en ligne Niger Inter. Elhaji Mohamedou Suleiman, bonsoir. Bonsoir Michel. Nous recevons également le confrère Hassan Bouka, journaliste à la radio alternative. Hassan Bouka, bonsoir. Bonsoir. Et enfin, Maïmouna Diado, elle est journaliste indépendante. Maïmouna, bonsoir. Bonsoir Michel. À la modération de ce forum, Michel Deji. Débutons par l'élection présidentielle premier tour couplée aux législatives du dimanche 27 décembre dernier, dont la publication des résultats globaux provisoires sont en cours en ce moment. D'abord, quelle analyse faites-vous de cette campagne électorale de 21 jours ayant précédé ce double scrutin législatif et présidentiel du dimanche 27 décembre 2020? Maïmouna Diado. Bonsoir Michel. Bonsoir. Pour ce qui est de la campagne, vous avez vu, la campagne, ça a été un peu timide parce que en fait, la campagne, il n'y a que à peu près 2 à 3 candidats seulement que moi j'ai aperçus pendant ces campagnes électorales. C'est le candidat donc du PNDS Taraya. Il y a également Seyni Oumar, pas Seyni Oumar, mais Albade Abouba et à peu près Kishinkasa. Donc, c'est les 3, en fait, que moi, j'ai observé. Que vous avez trouvé plus actifs pendant la campagne. Okay. Donc, qu'est-ce qui a fait que les autres ne sont pas partis en campagne ou bien ne se sont pas intéressés donc, à la campagne? Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Okay. Mais ce qui est sûr, c'est que la campagne a été timide. Okay. Ça a été timide comparément en 2016 et aux élections de 2011. Voilà, en fait, l'appréciation que moi, je pourrais donner de la campagne de 2020. Hassan Boukar, est-ce le même constat à votre niveau? Merci Elle parle beaucoup. de campagne timide. On a vu en action que environ 3 candidats. Elle a évoqué Bazoum Mohamed du PNDS Taraya, Mamoun Ousmane du parti RDR Tchangui et Albade Abouba de Jamhouria. Alors, oui, peut-être que la campagne a été timide, en particulier dans la capitale. Pour moi, le fait que l'Oumana ne présente pas de candidat pour le présidentiel est une des raisons pour lesquelles la campagne a été timide. Mais de façon globale, je pense qu'on a surtout vu le candidat du parti au pouvoir qui a apparemment plus de moyens que les autres. Et les photos à l'effigie du candidat du parti au pouvoir étaient présentes un peu partout dans le pays. Donc, c'était surtout ce qu'on a pu voir pendant cette campagne. Maintenant, au-delà de ces images, moi, ça me laisse un goût de déception. Cette campagne, finalement, elle a été beaucoup plus centrée sur des questions périphériques,
Alors que, au vu de la situation dans laquelle le Niger se trouve, on aurait pu s'attendre à des débats beaucoup plus importants entre les candidats, même au premier tour. Pourquoi je l'ai dit? J'ai l'impression qu'on a mis beaucoup d'énergie, par exemple, sur la question de l'éligibilité du candidat au pouvoir ou du candidat du PNDS. Voilà, ou du fait que certains candidats ont été recalés. Et finalement, il n'y avait pas d'espace pour faire des débats sur les questions qui intéressent vraiment la communauté nationale. Nous sommes un pays confronté à la guerre depuis plus de 5 ans. Nous sommes un pays qui vit des difficultés dans les secteurs sociaux, notamment dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé. Il faut rajouter la question de cette pandémie qui a beaucoup de dégâts dans notre pays. Finalement, l'espace qui aurait pu permettre aux candidats de dire véritablement qu'est-ce qu'ils comptent faire dans leur projet de société. On sait déjà ce que le parti au pouvoir a fait, ce que Mamadou Issou a fait. Alors, les autres, finalement, on a entendu un moment des critiques, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils proposent finalement, qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui différemment. Par exemple, sur la question de la sécurité, on voit que le PNDS a choisi d'installer des bases militaires dans le pays, essuyant beaucoup de critiques, à la fois de la classe politique, de la société civile, de nos partis de l'opinion. Alors, les autres, qu'est-ce qu'ils comptent faire sur une question essentielle comme l'éducation? Le diagnostic est déjà posé. Tout le monde dit, l'école, ça ne va pas, personne n'est satisfait de l'école. Mais alors, puisque les gens prétendent diriger ce pays, qu'est-ce qu'ils veulent faire pour l'éducation? Le PNDS a dit, il veut allouer le quart du budget à l'éducation, essayer de changer les choses à partir de cela. On sait qu'il n'a pas réussi à le faire, puisque lui-même le reconnaît. Les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont changer de politique en matière d'éducation? C'est des questions qui se posent. On a eu la Lausanne en 1998, mais de plus en plus, on se pose la question de est-ce que réellement on sait là où on va dans le secteur de l'éducation? Il y a cette question des contrats, par exemple, qui plombe aujourd'hui l'école, la question de la qualité. C'est toutes ces questions-là aujourd'hui. On vous comprend bien. On est passé totalement... Le temps de la campagne aurait plus servi. On aurait dû faire en sorte que ça serve plus à découvrir les différents contenus pour les programmes de ces candidats, alors que vous dites bien que le débat était plus focalisé sur la nationalité d'un des candidats à cette présidentielle premier tour. Je pense que c'est vrai, c'est une question, c'est important, mais je veux dire, finalement, ça a éclipsé tous les autres sujets qu'on aurait pu voir pendant cette campagne. Mais moi, je suis resté sur ma soif sur toutes ces questions-là. Merci à vous. Elhadji Souleymane Mohamedou, à votre niveau, pendant cette campagne, qu'est-ce qui a le plus marché et qu'est-ce qui n'a pas pu être à la hauteur des attentes des citoyens? Je commencerai par rendre grâce à Dieu, franchement, qui a permis que tout s'est passé dans des conditions donc paisibles. J'ai fait bien les observations de mes confrères, à savoir que véritablement, le débat politique n'était pas à la hauteur, n'était pas du tout au rendez-vous. On a voulu justement que ce soit une confrontation programme contre programme. Ça n'a pas été le cas. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut féliciter les étudiants. Ils nous ont permis, en tant que médias, en tout cas journalistes, de suivre vraiment le vrai débat où maintenant ils vont procéder comme qui dirait par coup de marteau pour obliger les candidats à leur dire au moins qu'est-ce qu'ils proposent. Là vraiment, on a franchement, à ce moment-là, tous ceux qui sont passés, un nombre important de candidats qui étaient à la place AB, absolument, pour tous ceux dire qui sont passés, le contenu de leur programme. Ils étaient obligés justement de parler des questions, en tout cas essentielles qui concernent le pays. Ça, c'est comme il faut vraiment féliciter. Je pense que cette initiative doit être vraiment, en tout cas, reprise par d'autres structures, en tout cas dorénavant. Maintenant, Hassan Bouka l'a dit, véritablement, la question du candidat du PNDS, les gens en ont fait un agenda, particulièrement l'opposition politique et d'autres opportunistes au niveau des candidats. Ils ont fait une fixation, tout se passe comme si nous ne sommes pas prêts à aller à ces élections tant que l'autre candidat est là. Et on a vu véritablement, avec les élections, effectivement, en tant que tel, véritablement, leur crainte est justifiée parce qu'au regard justement de l'avance du candidat du parti au pouvoir. Donc maintenant, par rapport à la campagne en tant que telle, oui, je suis d'accord, il faut quand même aussi saluer d'autres petits partis
je m'excuse de l'expression, mais c'est la réalité. Par exemple, le parti Rana, le parti Sulhu d'Ibrahim Gado, en tout cas, vraiment, ils ont fait des efforts. Je pense qu'il faut vraiment les féliciter. On a vu vraiment leur présence. Et quand on suit même les résultats, il y a quand même de ces petits partis, en tout cas, qui ont de l'avenir. Et je pense que c'est cela. Ils n'ont pas fait que de la figuration. Ils sont venus, le fait de se faire connaître, c'est ça, en fait, ils ont posé déjà des jalons. Donc, je pense que véritablement, le seul hic, c'est que le débat d'idées, le débat politique n'a pas eu lieu, mais plutôt, on nous a mis dans la diversion, la délation. Mais je pense que, véritablement, ce qu'il faut dire, la politique, c'est assez sérieux. Nous l'avons dit sur ce plateau, c'est tellement sérieux la politique, quand on minimise le terrain, on récolte effectivement les conséquences. C'est pas autre chose en dehors des moyens. Je suis d'accord quand on est aux affaires, quand on contrôle l'État. À l'époque, le MNSDK, il avait, en 2004 par exemple, il avait le contrôle de l'État. C'est un peu, quand on a le résultat, l'écart est vraiment énorme. C'est un peu ça aujourd'hui. Non seulement le PNDS contrôle l'appareil d'État, mais aussi le candidat de ce parti était sur le terrain. Et on a vu véritablement ce qui peut expliquer le résultat, en tout cas, cet écart vraiment phénoménal entre lui et les autres, c'est justement il était sur le terrain pendant que les autres étaient là vraiment à faire des déclarations vraiment stériles, ou bien en tout cas dans un débat qui faisait vraiment de la fixation sur un candidat. Mais en réalité, on se rend compte à l'évidence que le peuple, en dernière instance, en démocratie, le mode d'évolution du pouvoir, c'est les urnes. Donc en réalité, trêve de discussion, lorsque ça n'a pas marché. Maintenant, sur le tard, effectivement... On vous comprend bien, le candidat du PNDS a eu plus le temps, lui, de parler de se préparer. Et on a vu véritablement les tendances. Et donc, il a été plus sur le terrain. Nous n'avons pas beaucoup de temps en ce qui concerne les opérations de vote de ce double scrutin du dimanche. Selon la cellule de veille électorale du WANEP, le déroulement, la clôture et même le dépouillement des scrutins ont été satisfaisants malgré quelques dysfonctionnements constatés. Je vous propose d'écouter un extrait de la déclaration préliminaire rendu public à ce Teufé à Niamey le lundi 28 décembre dernier. Elle est lue par le président de cette cellule de veille électorale du WANEP, Moustapha Kadi. On l'écoute au micro de Studio Kalangu. Les opérations de fermeture et de dépouillement se sont déroulées dans un climat de sérénité. Tous les bureaux de vote visités lors du dépouillement ont respecté la durée légale de 11 heures. Malgré les quelques dysfonctionnements constatés, la clôture et le dépouillement des scrutins se sont déroulés de manière satisfaisante. Des cas d'incidents d'ordre sécuritaire ont été également constatés par endroits lors des opérations de vote. C'est le cas à Difa, où des coups de feu ont été entendus qui n'ont pas eu d'incidence sur le déroulement des opérations électorales. À Tilaberi, il a été remonté qu'une attaque a eu lieu à Ouro-Gelagui, dans le département de Saï. Recommandation. Au regard des craintes et défis évoqués, le WANEP Niger recommande au gouvernement d'ouvrir le dialogue avec tous les acteurs concernés, de créer les conditions favorables à une réconciliation nationale durable, à la Commission nationale indépendante CENI de centraliser et proclamer les résultats globaux provisoires conformément aux résultats issus des urnes. Hassan Boukar, quelle analyse faites-vous de ce double scrutin du dimanche dernier? Merci beaucoup. Avant d'évoquer la question de l'analyse, je voulais juste dire un mot, je pense que sur la campagne. Ce que je voulais rappeler, c'est que pour moi, en fait, la question de l'éligibilité d'un des candidats qui a focalisé le débat, en tant que tel, ce n'est pas un débat inutile. Mais je veux dire, l'espace, le temps que ça a pris n'a pas laissé de l'espace pour les autres questions. Donc pour moi, oui, les gens, dès lors qu'ils déposent sur la base des principes de la Constitution et il interroge une institution qui est la Cour constitutionnelle, je pense que c'est un débat qui a peut-être sa raison d'être. Mais ça a occupé beaucoup d'espace et donc peu d'espace pour le reste. Maintenant, sur le déroulement des élections, je pense que globalement, moi je craignais surtout les attaques. Là, il y a quelques cas qui ont été relevés. Il y a une attaque à Ouro-Gelagui dans le département de Saï et des coups de feu à Difa, mais selon c'était surtout ça ma crainte. Ça n'a pas eu de grande incidence. Voilà, heureusement, ça ne s'est pas fait à grande échelle, donc ça a permis vraiment pour l'essentiel aux gens de voter. Mais sur le déroulement,
Je pense que globalement, ça s'est bien passé. Peut-être mieux que les locales, pour ce que j'ai pu voir au niveau de la capitale. Vous estimez qu'il y a eu plus de mobilisation, par exemple? Oui, je pense qu'il y a eu beaucoup de monde pour aller voter. Je pense que c'est quelque chose de tout à fait positif. Mais si les observateurs, moi voilà là où j'ai beaucoup de réserves, c'est l'observation. Parce que presque tout ce qu'on dit est dit par les observateurs. Il y a eu à la fois les observateurs internationaux et puis les observateurs nationaux. Moi, surtout les observateurs internationaux, j'interroge beaucoup leur rôle. C'est-à-dire, nous avons à peu près un peu moins de 26 000 bureaux de vote dans ce pays. Alors, des gens qui arrivent, ils observent 40, 50, 100 bureaux de vote, puis ils donnent les cutis d'une bonne élection pour tout le reste. C'est-à-dire que vous n'observez pas 1% des bureaux de vote. Sur 25 000, vous n'avez même pas la possibilité de regarder 1000 bureaux de vote. J'ai entendu les chiffres, j'ai entendu des gens qui ont observé 350 bureaux de vote. Mais ils disent quand même le nombre de bureaux de vote où ils étaient présents. Je ne l'ai pas toujours entendu. Il y a quelques cas dans lesquels ils ont donné les bureaux de vote. Je veux dire, si vous n'observez que 200 ou 300 sur 25 000, c'est une grande responsabilité de dire tout s'est bien passé. Je comprendrais qu'on dise là où on a observé, tout est bien. Je le comprendrais bien. Quelquefois, quand je relis des anciennes publications des observateurs, tu as l'impression parfois que les textes étaient déjà préparés. Et juste, on fait une mise à jour. Donc, je pense que c'est vraiment une grande responsabilité dans un pays comme le Niger, 1 200 000 km², avec près de 26 000 bureaux répartis sur le territoire. À partir de ce que vous avez pu observer à Niamey et dans quelques localités, à mon avis, c'est une grande responsabilité de dire tout s'est bien passé. Pour les observateurs internationaux, je trouve quelquefois c'est trop osé les conclusions auxquelles on arrive. Je pense dans les déclarations préliminaires, qu'est-ce que vous avez trouvé d'injuste dans tout ce qui a été dit? Moi, de façon globale, quand vous venez, vous dites OK, on a observé 300 bureaux et que pour nous, les élections se sont bien passées, tout est conforme. Je pense que vous donnez une conclusion assez lourde de conséquences sur un ensemble sur lequel vous n'avez pas toute la matière nécessaire. Là, il s'agit d'un échantillon. Voilà. Par exemple, pour moi, les observateurs nationaux, je pense qu'ils sont mieux armés parce qu'ils ont suivi tout un processus. Les élections, il y a certes un jour J, mais le processus commence en amont. Pour les observateurs nationaux, le seul risque que moi je vois, lorsque vous êtes dans un cas où les élections se passent dans un contexte où vous avez au moins deux camps vraiment totalement divisés, où vous avez une crise forte entre ces deux camps-là, il y a le risque que les observateurs nationaux s'allient sur l'un ou l'autre des camps dans leur observation. Mais au-delà de ça, moi j'ai l'impression que les observateurs nationaux ont une meilleure connaissance, ils ont une vision beaucoup plus globale du processus et donc sont à même de donner un jugement beaucoup plus objectif. Pour les observateurs internationaux, franchement je l'interroge. J'ai d'ailleurs l'impression qu'il se forme une catégorie d'acteurs dans la sous-région, métier observateur. Vous chassez les élections, vous venez prendre des perdiens, vous êtes à l'hôtel, vous observez 4-5 bureaux, puis vous donnez une conclusion. Sincèrement, j'interroge les conclusions que les observateurs donnent. Il ne faut pas donc se fier à ces conclusions. J'ai toutes mes réserves. Oui, j'ai toutes mes réserves. Parce fait. que je me dis, l'échantillon. Je résume ce que vous avez dit, on vous a bien compris. Voilà, l'échantillon n'est pas représentatif. C'est bien compris. Elhaji Mohamedou Suleiman, selon vous, qu'est-ce que vous avez constaté de correct et d'anormal pendant ces opérations de vote du dimanche passé? Je voudrais préciser à l'endroit de mon confrère Hassan Boukara. Moi, j'ai eu la chance d'être observateur de la CEDEAO au Togo et au Nigeria. En réalité, les observateurs internationaux comme nationaux, ils ont des critères. En fait, ils vont vérifier est-ce que dans le processus électoral, les standards internationaux, il y a un certain nombre de critères. Chaque organisation a un certain nombre de critères qu'ils vont vérifier. Et je vous assure que contrairement à ce qui est dit, selon les moyens de l'organisation, par exemple, une institution comme la CEDEAO a les moyens, par exemple, d'envoyer dans toutes les régions du Niger. Dans toutes les régions, maintenant, quand on vient, on fait le briefing. Maintenant, on va vous indiquer s'il y a des zones rouges en termes de sécurité. On ne va pas envoyer les gens dans le nord de Tillabéri. On ne va pas envoyer les gens à Difa parce qu'ici, on ne peut pas mettre en cause, en danger
la vie des observateurs. Mais selon ces moyens, l'organisation en tout cas est censée envoyer les gens un peu partout. Et je vous assure, quand vous allez en tant qu'observateur, comme vous allez, on l'a fait au Togo, moi en tant que journaliste, je viens comme un reporter. Donc en plus on fait en tout cas quand on vous envoie dans une localité, dans des villages même, hein, vous allez essayer non seulement de passer dans les bureaux de la localité où vous êtes, mais également écouter tout ce qui se raconte posément avec les citoyens. Donc en réalité, tu es censé avoir la température, tu rends compte. Parce que aussi ils sont dans l'ambiance. Il y a des bulletins en tout cas que tu vas remplir. Selon les moyens. Ce qu'il dit, ce n'est pas un détail, c'est l'essentiel. Évidemment, si vous n'avez que les moyens d'observer dans une seule localité, vous le faites dans la localité, n'est-ce pas? Donc pour moi, si vous n'avez pas un échantillon représentatif, c'est une conséquence, c'est vraiment une conclusion assez grave de dire tout s'est bien passé, alors que vous n'avez même pas observé le 10%. En fait, nos auditeurs et téléspectateurs vous comprennent bien, chacun a son point de vue par rapport à la qualité des observateurs, mais également s'il faut se fier à ce qu'ils disent ou pas. Il soutient que les observateurs, ce qu'ils disent, il faut vérifier certaines choses. Je ne suis pas vous avez plus confiance à ce qu'ils disent, mais en tant que vous voulu quand même me dire voilà comment ça se passe quoi. Dans la réalité, il y a des critères qui sont là. Il y a des critères. Par exemple, Al-Haji Moustapha Kadi a évoqué par exemple le fait que les 11 heures de vote ont été respectées. C'est important quand même pour un scrutin. Mais vous, à votre niveau, en fait, concrètement, qu'est-ce que vous avez trouvé de véritablement bien pendant ce double scrutin et qu'est-ce qui n'a pas été correct? Oui, par exemple, en tant que citoyen, j'avoue que j'ai vu ailleurs effectivement les fichiers biométriques. Aujourd'hui, on a ça au Niger, vraiment, c'est une avancée. Il va falloir que, en tout cas, les acteurs, surtout politiques, que tout le monde mette du sien pour que véritablement. Parce que je pense qu'en démocratie. On vous a compris, on vous a compris, vous soutenez qu'il y a eu des progrès en ce qui concerne l'organisation de ce double scrutin, c'est bien compris. Maïmouna Diado, quelle analyse faites-vous de la mobilisation des électeurs pour ce double scrutin du dimanche 27 décembre dernier? Et qu'est-ce qui est à la base de ce bilan globalement satisfaisant tiré par la plupart des observateurs nationaux et internationaux? Ce que je dirais par rapport donc au scrutin législatif et couplé aux élections présidentielles premier tour, je me dis que en fait l'engouement, c'est vrai, il y a eu plus d'engouement que pour les scrutins, les élections locales. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est parce que tout simplement les Nigériens ont compris que c'est un droit de vote. Il faut aller élire les députés, il faut aller élire surtout le président, celui qui sera à la destinée du pays. Donc c'est un choix décisif, c'est un choix qu'ils doivent faire. Et ils ont compris que ce n'est pas en restant peut-être à la maison que Dieu choisira un chef d'État pour le Niger quand même, un président pour le Niger. Donc il y a eu l'engouement, il y a eu également la participation massive, je voudrais dire, de la femme aussi. C'est surtout les femmes. C'est vrai que les femmes sont même plus nombreuses. Les femmes se sont mobilisées sérieusement pour pouvoir d'abord s'inscrire au niveau donc, du fichier et pour pouvoir voter. Donc c'est exceptionnel au Niger. Ça veut dire que la femme aujourd'hui, elle est déterminée. C'est bien compris. C'est vrai, on n'a pas encore je n'ai pas encore terminé parce que j'ai aussi vu des manquements. Comme j'ai vu que ça a été amélioré d'un côté, mais il y a eu aussi des manquements. Des manquements, c'est quoi où on aurait bien voulu que la CENI corrige à partir donc des élections locales certaines choses, comme par exemple des bureaux de vote qui n'ont pas ouvert à temps. Qui ont été constatés, qui ont ouvert à 11h à midi, comme la fois passée. Des bureaux de vote où il paraîtrait qu'ils n'ont pas pu également respecter les 11 heures de temps de fermeture parce que les électeurs étaient normalement devant la porte et quand il y a des électeurs qui attendent encore, normalement, ces électeurs devraient au moins voter. Donc ceux qui étaient sur place. On a constaté également que, apparemment, il y a, c'est vrai, la sécurité, mais il y a dans certains centres où il n'y a pas assez de sécurité.
quand vous regardez, on se pose la question aussi de l'attaque des urnes qui ont été emportées au niveau de Yalayo. Les gens se posent la question, mais où était la sécurité? Comment est-ce que ces gens ont pu accéder à ces urnes? Donc, c'est des choses vraiment, je ne dis pas que ça entrave. Ça a entravé quelque chose pour le processus. Mais c'est des choses qu'il faut essayer d'arranger. Et comme l'a dit, je rejoins un peu le confrère aussi, c'est comme si le papier était déjà rédigé et on essaie d'ajuster un tout petit peu pour venir dire que les élections se sont passées convenablement, en bonne et due forme. C'est vrai, déclaration, c'est plusieurs pages, parfois jusqu'à une dizaine de pages. Jusqu'à une dizaine de pages, mais quand vous regardez, c'est à peu près la même chose que les observateurs disent dans le contenu. C'est pas en fait la quantité, mais c'est la qualité qu'il faut observer aussi. Vous avez expliqué, on vous comprend qu'il y a des choses qui nécessitent d'être améliorées. Vous avez également parlé de la forte participation, mais il faut signaler que nous n'avons pas encore le taux de participation à ce double scrutin du dimanche 27 décembre dernier. Parlons à présent de la publication par la Commission électorale nationale indépendante CENI des résultats globaux provisoires de ce double scrutin du dimanche dernier qui tombe au compte-gouttes depuis lundi. Hassan Bouka, quelles sont les tendances? Dès lors qu'on n'a pas les chiffres globaux, c'est peut-être difficile de parler des tendances, de tout ça. Donc, pour moi, c'est peut-être un peu lent, d'autres l'ont dit, la façon dont les résultats arrivent. Mais j'ai l'impression que dans certaines élections, de par le passé aussi, il y a eu des moments où quand même ça a été quelquefois un peu lent. C'est apparemment dû à la distance entre certains centres, comment les résultats sont transportés d'un centre secondaire vers un centre principal. Mais en tout cas, ça laisse croire que c'est un peu lent. Bon, alors maintenant, on s'est dit, en ces temps des nouvelles technologies, je ne sais pas jusqu'à quel niveau la CENI l'utilise. Normalement, les résultats, ça peut arriver un peu plus rapidement. Ça va sans doute prendre un temps pour vérifier, n'est-ce pas, l'exactitude des informations qui sont parvenues, tout ça. Mais peut-être qu'on aurait pu l'avoir un peu avec une vitesse un peu plus que celle qu'on a aujourd'hui. Pour moi, ça aurait pu être diffusé un peu mieux. Maintenant, l'autre chose qui est intéressante, quand même, le fait que ça soit diffusé sur les sites de la CENI, à mon avis, en matière de transparence. Par exemple, de Nigériens qui sont hors du pays, ils ont la possibilité de suivre l'évolution, n'est-ce pas, des différents candidats, leur positionnement. Pour moi, c'est quelque chose où, pour l'instant, je ne reproche rien, moi, à la façon dont les résultats sont diffusés. Merci beaucoup, on vous comprend bien. Alors, El Hadji Mohamedou Souleymane, les tendances actuelles sont-elles favorables au coup KO souhaité par les partisans du candidat du PNDS Taraya, Bazoum Mohamed? Pour le moment, en tout cas, avant de commencer ce débat, le dernier regard qu'on a jeté sur le site de la CENI, certes, on voit le candidat du PNDS largement en avance, mais quand on considère, on regarde les autres candidats, donc quand vous faites une sorte de sommation, vous allez voir qu'il risque d'avoir justement un second tour. Il est très probable le second tour, en tout cas sur la base des tendances que j'ai observées. Mais il faut quand même reconnaître que progressivement, au fil du truc, on se rend compte qu'il prend de l'avance véritablement. Comparé individuellement, maintenant, le truc c'est la sommation avec les autres. Maintenant, en termes de tendance, ça m'intéresse quand même de voir qu'au niveau des partis politiques, véritablement, l'écart entre le PNDS et les autres, vraiment, il est encore davantage conforté. Vous allez voir entre le deuxième, le troisième et le quatrième, vraiment ce que le PNDS a eu tout seul. Pour les présidentielles, franchement, on se rend compte que véritablement, il y a beaucoup d'efforts à faire véritablement pour composer avec ce parti. Maintenant, au niveau des autres partis, on se rend compte que certains ont reculé.
Mais il y a des surprises, c'est par vrai exemple. Que les données sont en train de changer. Il y a des surprises, par exemple, il y a 2 partis particulièrement qui m'ont surpris. Le Farila de Alma Omarou, Barazé de l'ANDP, franchement. Qui sont parmi les 10 premiers absolument, actuellement. J'ai trouvé comme c'est intéressant. Maintenant, on comprend bien que, par exemple, le Jamhouria, comme entre-temps aussi, 2 partis sont nés de Jamhouria en 4e position. Donc maintenant, le Farila, il a donc, ce jeudi. Si le Farila était avec Jamhouria, on se rend compte que peut-être il allait être 3e ou 2e. Et effectivement, le MNSD, donc, qui est encore maintenant le père de Lumana, MNSD, tout ça, vous voyez. Donc, en fait, on comprend véritablement. Les autres partis ont été, en tout cas, se sont éparpillés. Même ceux qui ont quitté le PN sont allés faire des partis, n'ont pas prospéré. C'est un peu ça la difficulté. Je suis entendu que véritablement, on a constaté que, en tout cas, maintenant, il y a des jeunes partis, vraiment, je tiens vraiment à le souligner. Quand j'ai regardé, en tout cas, certains petits qui viennent de naître, ils ont beaucoup d'avenir. Il faut féliciter, évidemment. Maintenant, de façon vraiment générale, c'est que je pense que, véritablement, il faut se réjouir de voir tout le monde attendre ce résultat. Il l'a dit, franchement, c'est la CENI a jusqu'à 5 jours. Il faut quand même souligner, il y a 30 candidats. Avant, je pense que la dernière fois, on a, je crois, 16 candidats. Cette fois-ci, on a 30 candidats. Donc, observez. Ça complique la tâche. On vous comprend. Aussi on n'a pas beaucoup de temps. Elhadj Mohamedou Souleymane, merci beaucoup. On vous a bien compris. C'est vrai, vous l'avez souligné. Le candidat Bazoum Mohamed est en première position sur la liste, justement, que nous avons consultée dans l'après-midi de ce jeudi 31 décembre 2020. Les résultats globaux provisoires sont toujours en cours. Mais pour qu'il y ait un coup KO, il ne suffit pas que Bazoum soit en première position. Absolument. Il faudra que Bazoum Mohamed ait un nombre de suffrages valables, favorables à sa candidature, qui soit supérieur à la somme totale de tous les autres suffrages, c'est-à-dire des 29 candidats, y compris Amadou Boubacar Cissé, qui a été naturellement sur le bulletin unique de vote, bien qu'il avait demandé à ce que ses militants soutiennent le candidat de FDS. Ça, c'est technique, c'est-à-dire qu'ils sont 2. Oui, le gars de Dosso. Le bulletin a déjà été tiré, on ne pouvait pas refaire le bulletin. Justement, c'est pour donner cette précision. Merci beaucoup. Et avant la fin de la proclamation de ces résultats globaux provisoires, il faut le rappeler, l'on apprend la création mercredi dernier d'une alliance électorale dénommée Union pour la paix et le progrès, UPP. Le communiqué de presse qui l'annonce indique que cette nouvelle alliance est ouverte à tous les partis épris de paix, de justice et de progrès au Niger, pour utiliser leurs mots. Les 3 principaux candidats qui ont créé cette nouvelle alliance sont Seynou Mourou du MNSD Nassara, Albade Abouba du MPR Jamhouria et du général Salou Jubo de Génération Doubara PJP. Pourquoi une telle alliance venant des candidats qui ne sont pas pour le moment membres de la coalition pour une alternance politique en 2021 de l'opposition CAP 2021? Maïmouna Diado. Pourquoi cette alliance? Je ne saurais le dire, mais quand même, je vais porter une petite analyse par rapport à la création. Je me dis que, bon, comme on dit toujours qu'en politique, tout est possible. C'est des partis politiques qui sont en train de contester jusque-là la nationalité du candidat, Mohamed Bazoum, donc le PNDS Tareya. Et c'est des candidats peut-être qui se méfient également de se retrouver au niveau de l'autre front de l'opposition, créé par le Modern Faloumana, constitué CAP 2021, constitué des autres. Donc, il faut émettre des réserves. Je me dis que ces partis politiques sont en train d'émettre des réserves. Quand vous voyez leur position déjà au niveau du classement, le MNSD aujourd'hui... Qui est actuellement dans l'après-midi du jeudi, le MNSD est en 3e position. J'ai suivi de Jamhouria en 4e position. Nous avons Ibrahim Yacoubou, 5e position. 5e position, mais donc ça veut dire que ces 2 à elles seules constituent une force quand même. Je ne dirais pas pour le parti du général, mais je me dis que peut-être il faut espérer en créant cette coalition, espérer peut-être qu'au 2e tour, s'il y aura le 2e tour, parce que
là, on ne peut pas se prononcer. On ne peut pas se prononcer. Aura forcément son mot à dire. Son mot à dire si véritablement on arrive à un deuxième tour. Donc, merci Hassan Boukar. Oui, je pense que quels sont les enjeux d'une telle alliance? Je pense que c'est le fait qu'il y ait un second tour. Je pense que ce positionnement laisse croire déjà que pour ces acteurs, il y aura un second tour. Qui dit second tour dit marchandage avec les différents camps. Ils se mettent ensemble pour être plus forts et pour parler d'une même voix. Et donc, c'est un positionnement qu'ils font. Ils ont sans doute des bonnes raisons de se mettre ensemble, mais je pense qu'on verra, ils finiront par dire clairement qu'est-ce qu'ils poursuivent à travers une telle alliance. Ça finira par se savoir. Je pense que... Mais le contexte aujourd'hui, fait qu'ils ont besoin de mieux défendre leurs intérêts en se mettant ensemble. À mon avis, cette alliance a été faite dans la perspective d'un second tour pour les présidentielles. Merci beaucoup. Et que faut-il faire pour que la suite de ce double scrutin législatif et présidentiel, premier tour du dimanche 27 décembre 2020, se déroule dans la paix et la quiétude sociale au Niger? Et là, j'ai Mohamedou Souleymane. Effectivement, comme l'a dit Hassan Boukar, ces trois alliés, c'est comme des alliés du PNDS Taraya, dont Salou Jibo y compris, tout étant un peu n'a pas de parti avant, mais son parti constitue, en tout cas, il a beaucoup d'intérêt dans le système. Mais un élément d'analyse, on se rend compte que ces deux partis n'ont pas quitté le gouvernement. Quand il était question d'aller aux élections, c'est seulement les leaders qui ont quitté le gouvernement. En constituant le gouvernement, ils ont été consultés, ils ont transmis dans le gouvernement. Cela veut dire peut-être qu'ils sont pour la continuité d'une certaine façon. Peut-être que, comme l'a dit Hassan Boukar, c'est une belle façon de monter les enchères. Se constitue effectivement en front, et à la CAP 21, il y aura certainement la MRN ou bien une autre nouvelle coalition autour du Bazoum. Donc vous voyez, cela veut dire que eux, les trois, et comme on l'a dit, parce que je pense que d'une certaine façon, le débat qui a été créé, cette question-là, maintenant sa gestion, c'est autre chose. Mais je pense que si au second tour, apparemment, c'est le marchandage, on va voir véritablement, là, les intérêts politiques vont guider les alliances. Et comme j'ai dit, c'est toujours au second tour qu'on va voir qui est sincère de l'alliance. On le verra alors les prochains jours. Nous édifierons cette nouvelle coalition formée par Seyni Omar Albadé et PJP Doubara Salou Jibo. Va-t-elle donc, s'il y a deuxième tour, décider de soutenir la candidature de Bazoum Mohamed ou plutôt celle de Mahamadou Ousmane, qui est également soutenue par la COP 2021 avec le soutien du candidat empêché par la Cour constitutionnelle à travers son arrêt, donc Mahamadou Ousmane qui est soutenu par l'autorité morale du parti Lumana FA. Passons à présent au deuxième sujet de ce forum de la presse qui concerne cette recrudescence des cas confirmés de Covid-19 et les mesures prises par le gouvernement face à cette seconde vague de nouveaux cas de cette pandémie à laquelle le pays fait face depuis le mois de novembre dernier. Il s'agit essentiellement d'un retour au respect des mesures barrières, mais également de la vaccination de la population dans laquelle l'État envisage d'injecter 75 milliards de francs CFA pour l'acquisition des vaccins attendus au premier semestre de cette nouvelle année 2021. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé par intérim, Ahmed Boto, mardi dernier. Il ressort de sa communication que cette phase est plus importante en termes de notification des cas comparativement à celle de mars et avril 2020. Pour le seul mois de décembre, par exemple, à la date du 28 décembre 2020, il a été enregistré 1611 cas, représentant 65% des cas enregistrés depuis le début de la pandémie, selon les autorités en charge de la santé. Qu'est-ce qui est à la base de cette recrudescence, Maïmouna Diado? Et dans le cadre de cette lutte contre la COVID-19 au Niger, on l'a rappelé, est-ce qu'on peut espérer ce vaccin pour très bientôt? C'est surtout la négligence des gestes barrières. La négligence, en fait, des gestes barrières a amené le fait qu'il y a cette recrudescence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mesures prises... Il y a eu du relâchement. Il y a du relâchement dans les mesures prises
par le gouvernement auquel les citoyens devraient s'y faire. Bien sûr, ça a été dit par le ministre de la Santé publique. Maintenant, par rapport au vaccin, qu'est-ce que vous en pensez? Le gouvernement a indiqué qu'il y aura 45 à 48% de la population qui sera vaccinée. Oui. Mais moi, j'applaudis. J'applaudis cette initiative. 48% quand même, c'est pas petit, c'est beaucoup. Et surtout que déjà nous connaissons les cibles qui vont bénéficier d'abord de ce vaccin. C'est vraiment... c'est le monde éducatif. C'est le monde éducatif, il y a l'armée dedans, il y a âgées, les personnes âgées, le personnel sanitaire. Voilà. Donc je me dis que vraiment, c'est une belle initiative et nous l'attendons de pied ferme. Et nous espérons que, comme l'a dit le ministre par intérim, que ça sera la première semaine, trimestre ou semaine, donc de l'année 2021. Nous espérons que ça soit capitalisé. Voilà, au grand bonheur de la population nigérienne. Peut-être qu'avec ce vaccin, ceux qui seront vaccinés, il y aura un ralentissement de la pandémie, de la propagation de cette pandémie au Niger. Et surtout, c'est vraiment d'appliquer les gestes barrières. C'est les mesures qui ont été prises. Il faut que les Nigériens essaient d'accompagner le gouvernement à concrétiser tout cela. Merci Parce beaucoup. qu'il y a des mesures. Si nous, les Nigériens, les populations que nous sommes, nous n'acceptons pas. D'abord, parce qu'il y a d'autres Nigériens qui se disent jusqu'à présent que cette maladie n'existe plus. Ça n'a jamais été existé. Donc, il faut une prise de conscience. Il faut rappeler que ce projet de vacciner au niveau du territoire national s'inscrit dans le cadre de la facilité Convax, dont 27% du coût est à la charge de l'État du Niger. Ces vaccins pourront-ils permettre de tourner cette sombre page de l'année 2020, durement marquée par les impacts négatifs de cette pandémie? Hassan Boukar. Je l'espère. Ce qui se passe aujourd'hui en Europe, ce sera une leçon, ce sera aussi une expérience pour le reste du monde. Certains pays comme la Grande-Bretagne ont commencé, ça fait déjà quelques semaines, qu'ils ont commencé à vacciner leur population. On verra aujourd'hui dans quelle mesure ceux qui sont vaccinés sont vraiment protégés et dans quelle mesure un pays qui prend ce type de mesures est à l'abri si dans son environnement les autres ne prennent pas les mêmes mesures. Donc il y a toujours cette question-là. Et pour le cas du Niger, je me demande pourquoi 48%. Normalement, si vous le faites... à tout le monde? Oui, à tout le monde, j'imagine. Sauf si vous considérez qu'il y a des gens qui sont à l'abri. Alors, si les gens ne sont pas là. Ailleurs, par exemple, ne semble pas être le cas. On vous a bien compris. Merci Hassan Boukar. Nous sommes pratiquement à la fin de ce forum de la presse. L'AG Mohamedou Suleiman, justement, il a évoqué le fait que ce ne sera pas tout le monde qui va être dans cette vaccination, 47-48% de la population. Oui. Un mot par rapport à ça pour terminer? Mais je pense même en Occident, ce n'est pas tout le monde qui est censé être vacciné. Dans un premier temps, on a ciblé vraiment les couches les plus, je veux dire, exposées. Maintenant, voilà, on peut que c'est une étape peut-être. Aussi, un bon de moins aussi qui se pose. Peut-être. Maintenant, moi, voilà mon message. Mon message par rapport à cette question, il faut faire très attention. Parmi les mesures, par exemple, on a dit rapidement on va fermer les restaurants, comment on appelle ça, mais les bars, peut-être parce qu'ils n'ont pas beaucoup de gens qui ont le courage de les défendre. Mais entre nous, à comparer les marchés et les mosquées avec ces... Là-bas, c'est insignifiant. Je veux dire que faisant en sorte que véritablement... On n'arrive pas à ce stade. Par rapport à cette maladie, il faut éviter de politiser cette maladie. C'est quoi politiser? Lorsque le ministre de la Santé avait convoqué la conférence de presse, les gens ont pensé qu'on allait décréter le confinement parce qu'il y a des élections. Donc, il faut éviter parce que si c'est nécessaire, de fermer les mosquées. Je comprends bien. C'est une dimension politique, c'est discutable. Nous allons terminer. Il y a un nouveau virus, en tout cas une autre variante qui est née en Angleterre. Il y a une nouvelle vague, on le sait. Et très dangereuse. Et déjà chez nous, on voit les personnalités qui sont en train de... Ce qu'Hassan Boukar dit, c'est que ça peut être instrumentalisé, ça peut servir de raison pour prendre certaines décisions au moment où les gens sont plus intéressés par les élections. Les mesures doivent être appropriées, en tout cas par rapport aux circonstances. Plus la situation s'aggrave, plus
on essaie de voir. Donc, disons que tout simplement, les mesures barrières, faisant attention, la maladie tue, nous voyons effectivement ça tue. Donc, par conséquent, on l'a dit, franchement, on a vu au niveau des élections, on voit notre comportement. Nous allons terminer. C'est d'appliquer donc les mesures barrières édictées par le gouvernement. Nous sommes au terme de ce forum de la presse du studio Kalangu de ce vendredi 1er janvier 2021. Nous étions en compagnie de nos 3 confrères, Hassan Bouka, journaliste à la radio alternative, Maïmouna Diado, journaliste indépendante, et El Hadji Mohamedou Suleiman, journaliste au journal en ligne Niger Inter. À la modération de ce forum, c'était Michel Deji, à la régie son, Seyni Saka, et à la réalisation vidéo, Mustafa Ayouba. Au nom de toute l'équipe, nous disons un sincère merci à nos invités. Merci aussi à vous, chers auditeurs et téléspectateurs des 46 radios et 5 télévisions partenaires du studio Kalangu qui diffusent ce forum. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et surtout, bonne heureuse année 2021. Recevez tous nos meilleurs vœux de santé, de paix, de bonheur et de prospérité pour cette nouvelle année qui commence. Bonne année à chacun et à tout le monde. Au revoir.